Bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission sur la diversité culturelle, une émission qui se déroule encore de l'autre côté de l'Atlantique, à Rabat, au Maroc, où nous sommes pour assister au lancement du livre collectif Qu'est-ce que l'Afrique? Réflexion sur le continent et perspective. Donc, un livre paru dans la collection Semboura avec la maison d'édition à la croisée des chemins. Nous avons accueilli Eugène Ebodé et Rabia Marouche pour nous parler un peu du livre globalement et de la collection. Avec nous à Rabat, M. Jean-Claude Tchatchouang, économiste de formation qui a fait sa carrière entre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc c'est sûr, on s'attend à une contribution purement économique, mais je vous dirais la grande surprise pour moi, ça a été de lire une approche d'abord sociologique. Le titre va certainement vous parler, l'Afrique expliquée à mes enfants. Alors, avant d'aller dans le fond de cette contribution, M. Tchatchouang, pourquoi avoir jugé nécessaire accepter quelque sorte ce livre, cette explication de l'Afrique? Je dirais, madame, je commencerai par rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle aux États-Unis, à peu près 30 ans, entre le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ces institutions s'occupent essentiellement des questions économiques, mais je pense que dans la vie, ce n'est pas simplement l'économie, donc je m'intéresse un peu beaucoup aussi à la culture africaine. J'ai contribué dans certains ouvrages, j'ai écrit moi-même un ouvrage sur les meilleurs livres qui ont été écrits au Cameroun et essentiellement la plupart de ces livres c'était sur des questions littéraires, philosophiques, culturelles au Cameroun. Donc c'est dire que je m'intéresse aussi au-delà de l'économie à tout ce qui concerne le continent africain. D'ailleurs, on vous présente comme un panafricaniste. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis venue. Alors, le panafricaniste à connaître, c'est vous, Jean-Claude Tchatchouang. Donc, c'est important d'écrire, j'imagine, pour vos enfants, mais aussi pour le reste des gens de la diaspora. Et des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, en fait, parce que c'est le but de ce livre-là. Ça s'adresse à ceux qui définissent l'Afrique sans la connaître aussi. Absolument, parce que justement, comme a dit un auteur, je crois, français, l'Afrique, c'est essentiellement une question d'extraversion. Vous voyez, dans nos écoles, en général, on apprend aux enfants tout ce qui vient de l'extérieur. On n'apprend pas assez l'histoire de l'Afrique à nos enfants. Et même en économie, en général, c'est les théories économiques qui s'appliquent beaucoup plus d'abord aux pays, disons, pas africains. Et généralement, de manière générale, l'éducation chez nous n'essaye pas de voir dans quel contexte tout ce que les enfants apprennent peuvent s'appliquer à l'Afrique. Donc, et ça, c'est valable aussi pour l'histoire. Et c'est là, en ce sens, que ce livre est vraiment important parce qu'il faut que nos enfants s'approprient et tous les Africains et même de la diaspora s'approprient vraiment l'histoire de l'Afrique. Parce que ce que nous apprenons aujourd'hui même sur l'Afrique a été écrit par les autres et généralement, ça ne traduit pas vraiment la réalité de l'Afrique. Donc, c'est en cela que c'est vraiment important. Voilà. Vous campez au début aussi un profil de l'Afrique. On croirait passer de l'intro sociologique à la présentation géographique, géopolitique même de l'Afrique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas puis qui nous regardent, en résumé, c'est quoi l'Afrique? Si on parle de cette position géographique, de l'espace occupé au niveau de la planète. Tout à fait. Dans ma contribution, j'ai pensé qu'il fallait justement commencer par ça, situer géographiquement l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un grand continent.
Hein, on l'a dit, je l'ai dit dans ma contribution, on parle d'un continent qui a plus de 30 millions de superficie et qui représentait à peu près 20% de la population mondiale avant l'esclavage. Donc l'esclavage a vraiment vidé le continent de ses enfants et on est tombé à 10%. Et Dieu merci aujourd'hui avec la démographie qui est en Afrique, que certains peut-être non-africains considèrent peut-être comme un problème et que nous voyons plutôt comme un atout pour l'Afrique. L'Afrique est en train de revenir vraiment au niveau de la population qu'elle avait avant l'esclavage et la colonisation. Nous sommes aujourd'hui à 17%, mais dans les années 50, il est projeté que la population actuelle de l'Afrique va doubler et je pense que l'Afrique vraiment sera un grand continent du point de vue de la population. Voilà. Et vous avez aussi parlé un peu de la négritude dans votre livre. Vous avez fait référence à comment on appelle ça, à Césaire, à Aimé Césaire, à Senghor, pour parler de la négritude pour quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, qui a des enfants. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Pourquoi parler de la négritude? Puis dans quel sens vous en avez parlé? Non, c'était très important de parler de la négritude, mais un peu dans le contexte historique dans lequel ça s'est passé. Parce que ça venait en réaction à une attitude, disons, à une projection qu'on faisait des Africains. Et c'est en cela que c'est très important. Parce que, justement, dans ma contribution, j'ai pensé vraiment présenter l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Parce que je pense que beaucoup ne le savent pas. Et ça, c'est très important. Et c'est très important de comprendre que le premier homme est venu d'Afrique. Et que, en fait, tout ce qu'on qualifie de race, etc., scientifiquement n'existe pas. Mais l'Afrique, comme vous le savez, à travers, disons, des années, a été soumis à l'esclavage et ensuite à la colonisation. Et justement, ce mouvement de la négritude qui a commencé dans les années 1930, c'était en réaction par rapport justement à cette vision que les Occidentaux avaient des Africains. Et ce mouvement vraiment était important pour que les Africains s'approprient de leur culture et que ce que les anglophones appellent le self-esteem là, qui avait disparu, revienne un peu chez les Africains. Parce que beaucoup ont accepté à un moment donné un peu le traitement qu'ils avaient subi des Occidentaux et on ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que l'on réagisse et des intellectuels comme Senghor, comme Césaire, vous l'avez ont justement engagé ce mouvement et ça a été très important pour, disons, le self-esteem dont les Africains avaient besoin. Voilà. Puis c'est important de le souligner, puis vous l'avez dit, pour Senghor, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire, tandis que pour Césaire, elle constitue en premier lieu le rejet de l'assimilation culturelle. Donc, quelque part, alors qu'on rejette, qu'on essaie d'uniformiser les identités, alors qu'on peut trouver des identités multiples parmi les afrodescendants, entre autres, je pense que c'est un contexte qui s'applique au Canada, quelque part, qui s'applique à la France, où l'assimilation comme politique d'intégration ne fait pas vraiment ses preuves aussi. C'est ça. Ce mouvement était vraiment important parce qu'on nous niait même le fait que nous avions une culture. Et ça, il fallait le montrer. Je pense en cela que Senghor montrait les valeurs culturelles. Et donc, on voulait nous assimiler. Et c'est ça aussi, disons, l'aspect que Aimé Césaire a développé, c'est-à-dire ce refus de l'assimilation. Parce que nous avions quand même une culture et des identités qu'on pouvait, et même des valeurs qu'on peut proposer au monde entier. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important.
Nous allons revenir bientôt, M. Tchatchoang, sur le panafricanisme, la négritude et bien sûr sur l'économie. Mais en attendant, nous allons céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Combinant sculpture, technologie et matière organique et vivante, Futur possible, une exposition d'œuvres de l'artiste Adam Basanta présente une conception particulière de la futurité. Ariane Plante, qui est la commissaire de cette exposition, affirme que l'exposition évoque l'ingéniosité et l'orgueil de l'esprit humain qui, propulsé par son instinct de survie, élabore des méthodologies provisoires pour affronter son avenir incertain dans les limites apparemment tragiques de son imagination. Une exposition qui pousse donc à la réflexion à voir à la Maison des Arts de Laval dès maintenant jusqu'au 6 février 2022. Assistez à un concert de Noël sous les chandelles donné par l'ensemble Ambitus le 17 décembre à l'église Sainte-Béatrice dans Auteuil, donc au 475 avenue des Perrons. Ce spectacle de belles mélodies classiques est payant, pas besoin de réserver, mais premier arrivé, premier servi. Les informations sont sur concertchandelle.com. Projet détour culturel à la découverte de la richesse artistique et patrimoniale de Laval. Les artistes parlent de leurs œuvres dans des lieux patrimoniaux de la ville. Le projet à découvrir sur le site et les médias sociaux de Signé Laval est décrit comme un projet qui vous fait découvrir 5 artistes à travers des capsules vidéo tournées dans des lieux du patrimoine culturel et naturel lavallois. Ces vidéos mettent chacune en scène une performance ou une création originale, révélant non seulement la richesse de notre culture régionale, mais aussi de notre territoire. Les vidéos dévoilées entre le 5 octobre et le 2 novembre dernier sont également disponibles sur le site de la Fabrique culturelle, fabriqueculturelle.tv. C'est vraiment tellement beau et ça invite à la contemplation, à l'écoute, donc à voir absolument. Nous sommes en plein dans l'effervescence du temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes dit cadeau à offrir. Je vous propose donc de découvrir des jouets inclusifs qui ressemblent davantage à nos enfants et ou les exposent à la diversité, le tout en s'amusant. Les poupées Ima, par exemple, c'est une marque qui offre des poupées de type Barbie à la peau noire et métissée. Ces poupées se déclinent également en différents métiers, avocate, médecin, chef d'entreprise. Ima est une entreprise fondée par 2 papas montréalais d'origine camerounaise qui souhaitent, je cite, « insuffler un changement pour les personnes racisées à travers les jouets ». C'est comme cela que le résume M. Etoga, qui est cofondateur donc, de la marque de poupées Ima. Il y a également la marque qui fabrique la célèbre poupée Barbie. C'est également lancée dans le domaine des jouets dits inclusifs. Elle propose depuis 2019 une nouvelle ligne comprenant 6 modèles de poupées modulables. L'idée derrière est de proposer un jouet non genré et donner l'occasion à l'enfant de concevoir tel qu'il le souhaite, de le personnaliser en choisissant la couleur de la peau, le type de cheveux ainsi que le style vestimentaire. Il y a également les figurines Sam, un ensemble de figurines trans créées au Québec. Ces figurines dans le style poupée russe, affichant différentes émotions, s'accompagnent d'un programme dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes aux stéréotypes liés à l'identité de genre. Il y a également des poupées qui représentent des personnes en situation de handicap qui sont aussi sur le marché, donc on vous invite à découvrir toute cette diversité. Merci Myriam. Je retrouve notre invité Jean-Claude Tchatchoang, économiste, qui est à Rabat pour le lancement du livre collectif Qu'est-ce que l'Afrique? Réflexion sur le continent et perspectives. Alors, Monsieur Tchatchoang est contributeur dans ce livre collectif. De négritude, et vous avez fait quelque part un lien aussi entre négritude, un parallèle entre négritude et panafricanisme. Et vous dites, je vous cite, si la négritude a surtout été vue comme un mouvement littéraire, le panafricanisme fut son outil politique.
Donc, pour vous, le panafricanisme, c'est l'outil de la négritude. Comment on explique ça au commun des mortels, disons? D'accord. Avant de répondre peut-être à votre question, donc dans ma expliquer à mes enfants, je pense que cet aspect sur le plan panafricain a été très important. Donc, comme on l'a vu, bon, la négritude était beaucoup plus culturelle, mais il y avait cet aspect que l'Afrique avait été divisée. Il y a eu une conférence à Berlin où les puissances occidentales se sont réunies et ont donc décidé de découper l'Afrique comme si c'était un gâteau. Donc, ce que le panafricanisme, en dehors de l'aspect que nous avions aussi de la culture, nous avions nos valeurs, etc., il fallait voir dans quelle mesure on peut aussi recoller ces morceaux. Donc, si vous voulez, le panafricanisme est une idée qui veut donc remettre ensemble l'Afrique. Donc, au-delà des différents morceaux qui existaient et sans tenir compte des des divisions, de la diversité. Donc, en quelque sorte, il fallait, au-delà des aspects culturels, revoir cela et demander l'indépendance de l'Afrique. Demander l'indépendance de l'Afrique parce que c'était aussi très important cet aspect-là. Et c'est comme ça, c'est avec ce mouvement qu'on a pu justement évoluer vers, disons, l'indépendance du continent parce qu'il fallait que les Africains gèrent eux-mêmes les problèmes de l'Afrique. Voilà. Puis quand on parle de panafricanisme, on pense, cher Anta Diop, mais on sait qu'il y a aussi Webb Dubois, on a aussi Antenor Firmin, Benita Sylvain, donc il y a ce lien déjà qui se fait entre l'Afrique et les Caraïbes que vous mettez en avant dans cette contribution très importante. On n'oublie pas que vous êtes économiste, tout le monde va se dire, mais on parle de sociologie, de négritude, d'africanité, il est où l'économiste? Il est où l'économiste dans cet ouvrage-là? Vous mettez en lien la politique et l'économie. Et là, j'ai retrouvé l'ancien du Fonds monétaire quelque part. Tout à fait. Il fallait justement, avant de parler de l'économie, situer un peu d'où nous venons. Et justement, c'est pour ça que nous avons rappelé ces questions de négritude, de panafricanisme. Bon, mais nous sommes indépendants depuis les années 60, donc il est question, beaucoup plus de questions économiques aujourd'hui. Les aspects économiques donc, sont dans la deuxième partie de ma contribution, où j'évoque donc les questions d'afro-pessimisme, d'afro-optimisme et les perspectives pour le futur. S'agissant donc de l'afro-pessimisme, il s'agit, disons, d'un courant qui a prévalu surtout entre les années 1980 et les années 2000, parce que tous les pays, la majorité des pays africains se trouvaient sous programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Et c'est des décennies où on disait que l'Afrique est un continent perdu, que l'Afrique ne peut pas se développer, etc. Mais à côté de cela, je dis qu'il y a un courant optimiste qui a d'ailleurs commencé dans les années 60 avec les indépendances. Parce que les indépendances ont apporté beaucoup d'optimisme sur le continent. Sauf que cet optimisme qui a commencé dans les années 60 et peut-être dans les années 70 a été stoppé net justement par cette crise économique des années 80. Mais depuis les années 2000, on voit un regain d'optimisme avec la croissance qui renaît en Afrique grâce aux nombreuses réformes qui ont été entreprises par les pays africains. Voilà. Donc, c'est un peu cela que nous traitons donc, dans la deuxième partie. Et nous disons aussi qu'on ne peut pas dissocier le politique de l'économie. Parce qu'il faut voir le contexte dans lequel les pays ont été indépendants. Ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Donc, disons, parfois, disons, les indépendances se sont faites
dans la douleur et ça a aussi impacté le côté économique. Vous faites en fait un lien entre la gouvernance, la stabilité politique, mais aussi la bonne gouvernance et l'essor économique. Est-ce que, c'est-à-dire que l'Afrique est sur la bonne voie dans ce sens-là, parce qu'on parle du fait que ça va être le continent du 21e siècle. On parle de croissance à 2 chiffres, de taux de croissance de 8%, de 12% et autres. Et ça veut dire qu'on s'en va vers plus de stabilité, de bonne gouvernance, ou il y a encore du travail à faire, d'après vous? Nous disons que l'Afrique a beaucoup d'atouts. D'ailleurs, sur le plan démographique, c'est un atout. Sur le plan de la diaspora, c'est un atout. Sur le plan de la classe moyenne, c'est un atout. Sur le plan même de l'économie numérique que l'Afrique peut s'approprier. Donc ça, c'est autant d'atouts qui peuvent permettre justement au continent de décoller. Et j'ai écrit d'ailleurs un livre sur le décollage économique de l'Afrique il y a peut-être 6 ans. Mais ces atouts, à côté de ces atouts, ici, il y a également des défis. Et pour répondre vraiment à votre question, c'est la gouvernance reste encore un grand défi. Il y a encore beaucoup de poches de gouvernance, de mal-gouvernance sur le continent, avec la corruption, etc. Nous disons aussi qu'un des défis, c'est l'infrastructure. Le continent manque cruellement d'infrastructures. Donc ça, c'est des défis qu'il faut relever pour pouvoir justement capitaliser sur les atouts que nous avons pour devenir vraiment un continent qui fait honneur à ses enfants. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, Monsieur Tchatchoigne. Pour finir, peut-être un dernier mot aux membres de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à l'essor de cette Afrique? Comme vous, on sait que vous êtes de retour sur le continent et c'est une façon de contribuer, ce livre et d'autres actions, j'imagine. La diaspora est vraiment un grand atout pour le continent et peuvent contribuer de plusieurs manières. Vous avez vu les transferts des migrants sur le continent. Ces transferts même parfois dépassent largement l'aide internationale. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les migrants aussi ont un savoir-faire qu'ils peuvent transférer au continent parce que ils sont dans la diaspora, ils ont vu des choses importantes, ils ont ce savoir-faire, là, ils travaillent dans des grandes sociétés, dans des grandes compagnies, et ce savoir-faire-là peut être transféré également au continent. Les migrants aussi peuvent créer des entreprises, revenir au pays, créer des entreprises et développer. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vu dans d'autres continents, comme en Asie, en Chine, par exemple. Donc, je pense que la diaspora vraiment a beaucoup à contribuer pour le développement du continent. Voilà. Merci beaucoup de votre temps, de nous avoir accordé cette entrevue. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous, puis de lire votre contribution. Que j'invite les gens à lire ce livre collectif, des petites pépites qui sont vraiment toutes là-dedans. Puis j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que j'ai lu sur l'Afrique raconté à mes enfants. Merci, M. Tchatchoigne. C'est moi qui vous remercie et merci de m'avoir invité à cette émission. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. Nous allons nous quitter sur un coup de cœur musical, un coup de cœur que va vous présenter Myriam Matondo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Notre coup de cœur est le titre Natural de Queen Omega, artiste originaire de Trinidad et Tobago. Issu de son album Stars Align, sorti le 12 novembre, c'est un disque nuit d'Afrique qui nous fait bouger au rythme de l'afro-dancehall, de l'afrobeat et du reggae. So natural, it's so natural to be in love. We go
goody hot stepper. You are the one we put down the place like pepper. Independent sister, this one is for you. Empress so divine and you're so true. Black woman, she is the royal highness. She'll complete you with spices. So natural when a girl find a man. So natural, man to woman. So natural to have a companion. So me burn down Gomorrah and Sodom. So natural when a king find a queen. So natural for human beings. So don't ever try to switch up the way nature set it. Don't they try intervene. What's a clock for me ragamuffin soldiers? We no make no girl sit down on them shoulders. Real man who take care of them picnic. I make them woman sing out like Whitney. Now the bedroom take care of them business. No stranger on your mouth them sandwich. Work hard to defend the family. Boy, this and end up a cemetery. So natural when a girl find a man. So natural man to woman. So natural to have a companion. So me burn down Gomorrah and Sodom. So natural when a king find a queen. So natural